Il a atterri aujourd'hui à Kinshasa après 5 ans d'absence. Moïse Katumbi Tchapou est venu répondre au présent aux consultations lancées par le chef de l'État. C'est à suivre tout à l'heure. Tout à l'heure également, expédition de la deuxième vague des Koulouna à Kanyamakasese. Dans le Haut-Lomami, la population plaide pour leur encadrement afin d'éviter l'insécurité dans cette contrée du pays. C'est tout à l'heure dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette édition du soir sur la nationale. Bienvenue aux 20h. Consultation lancée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au 4e jour. Plusieurs délégations ont été reçues, notamment celle du Grand Équateur, de l'Ordre des médecins vétérinaires, de l'Intersyndicale nationale du Congo et des commissionnaires des diamants en RDC. On fait le point avec Pierre Kibambé, Somoïsa. Quand la politique va bien, l'économie marche aussi. C'est en ces termes que le représentant des commissionnaires de diamants, Albert Kalonji Ditunga, s'est exprimé au Palais de la Nation à l'issue de leurs échanges avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la délégation des diamantaires, seule l'union sacrée de la nation permettra au pays de mieux assurer la relance de l'économie. Le Centre de réflexion juridique de la lutte contre la corruption a tenu à apporter aussi sa contribution à la réflexion sur la constitution de l'Union sacrée de la nation. Pour le chef de la délégation Franck Kalolo, le président de la République a besoin des animateurs des institutions soucieux de l'accompagner dans sa mission pour le bien-être du peuple congolais. L'Ordre national de médecins vétérinaires n'est pas demeuré en reste. Une délégation de cette corporation a exprimé au chef de l'État sa volonté d'apporter la pierre à l'édifice dans la démarche pour l'instauration de l'Union sacrée de la nation. Reçu à son tour, le président de l'Intersyndicale nationale du Congo suggère la dépolitisation de la gestion des entreprises de la RDC. Il n'y a pas une crise politique, mais plutôt une crise de positionnement des individus, a indiqué le camarade Guy Koukou Jedila, au nom de la délégation de l'Intersyndicale nationale, qui a émis le vœu de voir autour du chef de l'État des animateurs des institutions soucieux du bien-être de la population congolaise. Les communautés religieuses ont aussi salué l'idée du chef de l'État sur la création de l'Union sacrée de la nation. Tout en soutenant les actions du président de la République, les représentants des églises Liloba, Logos Rema et groupes adventistes du 17e jour ont proposé l'instauration d'un pacte de paix en RDC permettant de marcher dans un nouveau chemin, celui de la paix. Le Grand Équateur a répondu massivement à l'appel à l'union sacrée de la nation lancé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une forte délégation représentative de 50 personnes, parmi lesquelles 5 gouverneurs, des sénateurs et autres acteurs politiques, s'est entretenu longuement avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la quintessence de son message à la nation. Selon les sénateurs Jacques Ndjoli, le Grand Équateur soutient la requalification de l'action de l'État et la refondation de l'action gouvernementale qui devra prendre en compte les aspirations de cet espace de la RDC. Le premier lot de 110 bus Transco est arrivé hier à Kinshasa. Ces bus réceptionnés officiellement le dimanche dernier à Boma dans le Congo central ont été accueillis par l'envoyé spécial du chef de l'État, Massamba Kinwani. Reportage Guylain Kabalundi et Roger Dieye. New look, moderne et doté de sièges confortables, le 110 bus de marque Volvo de la Société de transport du Congo Transco sont déjà à Kinshasa. Le bus peut prendre environ 100 personnes, une quarantaine de personnes assises et 60, 50 personnes debout. Une centaine de personnes par bus. Ces premiers lots des bus sur les 440 commandés avaient été réceptionnés le 1er novembre dernier à Boma, dans le Congo central, par l'envoyé spécial du chef de l'État, Massamba Kinwani, lors d'une cérémonie officielle au port de la ville. Environ une semaine après, le représentant du chef de l'État est retourné dans le Congo central, cette fois-ci à Kassangoulou, territoire frontalier de Kinshasa, pour se rendre compte de l'arrivée effective de ces bus dans la capitale.
Une caravane a ainsi été organisée de ces territoires du Congo central jusqu'à Kinshasa. De la nationale numéro 1 en passant par l'avenue Ngoma, Kintambo Magasin jusqu'au boulevard du 30 juin, c'était de grandes scènes de joie de la population, mais aussi et surtout des travailleurs de Transco, heureux pour la plupart de reprendre du service. Sur la place Gare Centrale où le cortège s'est arrêté un instant, l'envoyé spécial du chef de l'État, fier de cette dotation, a remercié le président de la République pour son engagement dans l'acquisition de ce matériel roulant. Je suis simplement ravi d'avoir accompli la mission qui m'a été confiée par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Les bus sont arrivés sans incident. Je demande aux Kinois et aux Kinoises de soutenir toutes les actions du chef de l'État. En attendant la remise officielle de clés de ces bus à Transco, la société promet d'en faire bon usage. Nous devons utiliser ces bus, nous exploitants, comme les passagers, en bon père de famille. Il faut qu'on préserve ce patrimoine que le gouvernement met à notre disposition. Ils doivent payer le ticket pour le transport, ils doivent redevenir disciplinés comme on était auparavant, ils s'alignent pour entrer dans le bus au lieu de casser le bus. Mis en service, ces bus pourront alléger les difficultés des déplacements des Kinois, obligés de payer pour une course le double ou le triple du prix fixé. Et je le disais en début du journal, la deuxième vague de Koulouna est arrivée à Kanyama-KCC et une autre vague donc quitte demain pour leur réinsertion sociale au service national. Le commandant de ce service, le général de brigade Jean-Pierre Kassongo, parlait ici des missions de sa structure. Suivant ce reportage de Oscar Mbalkaïch. C'est dans ces vastes étendues de terre que ces inciviques communément appelés Koulouna vont apprendre un métier, une manière de les réinsérer socialement. La vague de transfèrement de ces malfrats vers les centres pilotes de Kanyama-KCC se poursuit sans désemparer. Les commandants des services nationaux, le général des brigades Jean-Pierre Kassongo Kabouik, fixe les priorités de ces transfèrements. Ces jeunes devaient prendre l'avion pour aller se retrouver à Kanyama-KCC, l'un de nos centres, sur un de nos sites, pour subir cette formation et enfin être utilisés au service national. Et je vois que nous avons constaté tous ensemble qu'ils ont pris leur avion, qu'ils ont pris le vol pour le centre José Laurent Désiré Kabila de Kanyama-KCC. L'opération va continuer. Une autre vague qui va partir le vendredi. Et chaque semaine, je crois, nous aurons deux vagues qui vont pouvoir partir. L'objectif étant d'atteindre dans un premier temps 2000 qui vont être évacués de Kinshasa vers le centre pilote José Laurent Désiré Kabila. L'autorité suprême de ce pays a compris que ces jeunes gens, il fallait leur donner aussi une nouvelle chance, une deuxième chance dans leur vie. Ces jeunes gens, nous ne les prenons pas pour aller les faire malmener, on les amène, je vous ai dit ici, pour une formation. Après la formation, ils seront embauchés, ils vont devenir bâtisseurs de la nation au service national. Cela signifie quoi? Ils seront des agents à part entière au service national, ils vont travailler, ils vont avoir un salaire. C'est du travail qu'on leur donne. Pourquoi les gens doivent s'inquiéter? Pourquoi les gens doivent avoir des arrière-pensées et être pessimistes quant à cela? C'est ce samedi 7 novembre 2020 que l'autre vague de Koulouna va quitter Kinshasa pour la province du Haut-Lomami, principalement dans les centres pilotes de Kanyama-KCC, où les attend le premier groupe de Koulouna arrivé quelques jours avant. Et nous venons de l'apprendre que les activités dans ce territoire de Kanyama étaient au ralenti aujourd'hui. Une marche a été organisée par la société civile. La population exige donc des mesures d'encadrement de ces Koulouna transférés à Kanyama-KCC pour leur réinsertion sociale. Nous y reviendrons avec force détail. Le président tanzanien a été réélu pour un deuxième mandat. La cérémonie d'investiture est intervenue hier à Dodoma. Le président Félix-Antoine Tshisekedi s'y est fait représenter par le ministre près le président de la République, André Kabanda. C'est un reportage rendu par Marthe Mangaza Kalala.
C'est jeudi 5 novembre 2020 que la République unie de Tanzanie a inauguré le deuxième mandat du président John Pombe Joseph Magufuli. Le stade national Omnisport Jamhuri de la capitale Dodoma était paré de sa plus belle robe et était pris d'assaut par une foule nombreuse représentative de toutes les forces vives, socio-politiques, professionnelles du pays. Brillamment réélu avec un peu plus de 84% de suffrages exprimés, John Pombe Joseph Magufuli a prêté serment devant la Cour constitutionnelle tanzanienne. Dans la foulée, la même Cour constitutionnelle a reçu les serments de la vice-présidente de la République unie de Tanzanie, Madame Samia Suluhu. Cette cérémonie était rehaussée de la présence de ses homologues des Comores, Azali Assoumani, du Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, et de l'Ouganda, Yoweri Kaguta Museveni. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était représenté par le ministre près le président de la République, Dr André Kabonda Kana. Immédiatement après la prestation des serments, qui a été saluée par une salve de 21 coups de canon, le président tanzanien John Pombe Joseph Magufuli, qui vient de commencer son deuxième et dernier mandat à la tête de ce pays, a adressé un discours-programme à la nation. Notons pour terminer que la République unie de Tanzanie est un État est-africain borné par l'océan Indien, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Zambie, le Malawi, le Mozambique et la République démocratique du Congo. Retour à Kinshasa pour parler de la protection et de la promotion des droits des personnes vivant avec handicap. La plénière de ce vendredi à l'Assemblée nationale s'y est penchée. Le quorum n'étant pas atteint, l'adoption de cette loi proposée par la députée F. Bazaïba est renvoyée à la prochaine plénière, nous disent Bernard Bodo et Sylvie Moembo. Voici plusieurs années déjà que la République démocratique du Congo est engagée sur la nécessité d'inclure dans son arsenal juridique des textes de loi à vocation de garantir la protection et la promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Sous la conduite de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, mais faute de quorum requis pour vote dans son ensemble, la proposition de loi portée par la députée nationale F. Bazaïba a seulement subi un traitement sous forme d'analyse article par article de 54 dispositions. Une loi sur les handicaps est une loi très importante pour la République parce que les différentes personnes qui ont ces statuts ne l'ont certainement pas demandé ou voulu. Donc, ce n'est pas des circonstances peut-être exceptionnelles qui sont devenues handicapées et donc chacun d'entre nous est exposé à être handicapé sans le vouloir l'un ou l'autre jour. Alors nous avons été satisfaits du fait que certains de nos amendements ont été retenus, ont été insérés, bien entendu de manière démocratique, d'autres ont été rejetés. Et là, je parle principalement de l'amendement portant sur la suppression du concept de servitude pénale que je ne voudrais plus voir dans notre arsenal juridique. C'est une loi très importante, une loi organique qui va améliorer la vie d'au moins des millions de nos compatriotes. Ça va les aider à s'intégrer fermement au sein de la société. La prochaine séance plénière sera consacrée à l'adoption de cette proposition de loi, comme l'a annoncé le deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement, Boniface Balamagenkolo, dans la suite des travaux de la plénière de ce vendredi 6 novembre 2020. Difficulté de desserte en eau potable, nous le vivons chaque jour à Kinshasa, tout comme à l'intérieur du pays. C'est d'ailleurs l'objet de la question orale avec débat de la plénière du Sénat d'hier. Le président du Sénat a également dénoncé les menaces de mort proférées à l'endroit des sénateurs par une personne non identifiée. C'est un reportage de Eugénie Dadachaban. La République démocratique du Congo est une réserve mondiale d'eau douce. Malgré cet atout, la desserte en eau potable demeure précaire dans toutes les provinces. Pourtant, l'article 48 de la Constitution consacre les droits d'accès à l'eau potable et à l'électricité pour tous les Congolais.
Ces paradoxes a motivé la question orale avec débat du sénateur Hippolyte Mbwebwe adressée au ministre des Ressources hydrauliques et électricité Eustache Mwanzi Mubembe. C'était au cours de la plénière de ce jeudi 5 novembre du Sénat sous la présidence de l'honorable Alexis Tambo Mwamba. À l'ouverture de cette plénière, le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambo Mwamba, a exprimé son indignation pour les menaces de mort de sénateurs. J'ai tenu à faire part aux membres de l'Assemblée plénière de quelques faits répréhensibles dont j'ai été saisi. En effet, 2 de nos collègues sénateurs présents en ce moment dans cette salle ont reçu des menaces de mort. L'individu qui les a joints par le même numéro de téléphone s'est présenté sous des noms différents, mais manifestement faux. De tels faits ne sont pas acceptables, surtout dans un état de droit. Nous condamnons avec force tous ces comportements indignes et n'ayez pas peur. S'en est suivi la présentation de la question orale avec débat de l'honorable Hippolyte Mutombo avec ses 7 sous-questions axées sur la politique générale du ministère, les défauts minéraux et bactériologiques, la cartographie des nappes géostratégiques, ainsi que les différents financements extérieurs décaissés par les partenaires. La question orale a suscité des débats. Tous les sénateurs voulaient savoir pourquoi cette carence des dessertes en eau potable dans toutes les provinces. Une autre question était relative à l'affectation des différents financements des bailleurs et aussi aux différentes dettes certifiées par la Régie des eaux. Après 5 ans, Moïse Katumbi Chapwe est arrivé aujourd'hui à Kinshasa sur invitation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. L'ex-gouverneur du Katanga vient ainsi participer aux consultations nationales visant la mise en place d'une union sacrée. Un accueil chaleureux lui a été réservé à l'aéroport de Ndjili, n'est-ce pas, Jessie Kabasele? La RDC, une démocratie qui s'oxygène et prend les pas avec l'arrivée à la magistrature suprême de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'unité, la cohésion et la libre expression ont pris tout leur sens en République démocratique du Congo. Il est 13h29 à Kinshasa, un vendredi pas comme les autres. Moïse Katumbi a atterri à Kinshasa après 5 ans. 5 ans d'absence, 5 ans de démêlés judiciaires. Les voici dans la capitale congolaise grâce à la décrispation politique, nouvelle dynamique instaurée par l'actuel président de la République dans laquelle l'opposition a son mot à dire. Le fils de Kachobwe a répondu positivement à l'appel du premier citoyen de la République pour des consultations dans l'optique d'une union sacrée de la nation. Je vais répondre aux consultations du chef de l'État. Pour le moment, écoutez, de toute façon, il y a un problème très grave au pays. Je vais d'abord écouter le chef de l'État. C'est lui qui a invité tout le monde pour les consultations. Et vous êtes d'accord pour l'union sacrée pour la nation? Vous savez, pour le moment, je ne veux pas me prononcer. Je vais écouter le chef de l'État. Parce qu'il y a une situation dans notre pays, la population souffre tellement, nous devons sauver le peuple congolais. Militants, sympathisants d'Ensemble pour la République, du Mouvement de libération du Congo, de l'UDPS et d'autres formations politiques ont réservé un accueil chaleureux au président du tout-puissant Mazembe, noyé dans une marée humaine. La procession s'est aussitôt dirigée vers la place échangère à Limete pour une adresse populaire. Déjà ce week-end, Moïse Katumbi Chapwe va se présenter aux consultations et sera reçu par le président de la République. Et ensuite rendra hommage au père de la démocratie, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, au mausolée lui consacré. Tout à fait autre chose. Comment mettre fin aux spoliations des propriétés immobilières de représentation et missions diplomatiques en RDC? Cette problématique a fait l'objet d'une réunion de haut niveau tenue au ministère des Affaires étrangères. Réunion tenue justement en présence du directeur de cabinet ad intérim du chef de l'État, Eberhard Cachemire Kolongele. Cette réunion de haut niveau sur la spoliation de propriétés immobilières, des représentations et missions diplomatiques accréditées en RDC s'est tenue sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, compte tenu des nombreuses plaintes des diplomates victimes des spoliations des propriétés immobilières de leur représentation. Ces plaintes ont été enregistrées au ministère des Affaires étrangères.
Le vice-ministre des Affaires étrangères, Montier Diapataï, qui a présidé ces assises, a rappelé dans son mot d'ouverture quelques dispositions de la Convention de Vienne de 1961. C'est en vue de mieux cerner la portée des engagements des États membres face à cette convention. Le directeur des cabinets AI du chef de l'État, Cachemire Eberand, a donné des orientations sur cette situation des spoliations devenues récurrentes en République démocratique du Congo afin d'y mettre un terme. Cette réunion a également connu la présence du vice-ministre de la Justice, du conseiller principal du chef de l'État au collège diplomatique, du conseiller diplomatique du ministère des Affaires étrangères, du représentant du Conseil supérieur de la magistrature, de l'auditeur général des FRDC et du commissaire général de la police nationale congolaise. À l'Académie des Beaux-Arts, la clôture de l'année académique a eu lieu aujourd'hui en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. 145 lauréats viennent d'être proclamés à la première session. Les détails avec José Baïtouambo. À l'Académie des Beaux-Arts, 151 lauréats ont été proclamés à la première session. Parmi eux, des licenciés et gradués sortis de différents départements de l'architecture intérieure, la communication visuelle, la céramique, métal, peinture et sculpture, des options de l'art graphique et plastique. Au cours de cette cérémonie des collations de grade organisée ce 6 novembre 2020, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Luakalo Sinjola a procédé à la remise de diplômes aux finalistes du premier et deuxième cycle avant de saluer les efforts consentis par toute la communauté de l'Académie de Beaux-Arts pour la réussite de cette année académique. Le directeur général de cet établissement d'enseignement universitaire, le professeur Henri Kalamou Akoulez, qui se félicite des prouesses réalisées au cours de l'année, s'est dit optimiste pour les succès attendus pour l'année académique 2020-2021. La nouvelle année académique va devoir commencer le 14 décembre, donc déjà à partir de la semaine prochaine, de manière assez concomitante, l'organisation de la deuxième session et le recrutement de nouveaux candidats. Donc l'Académie des Beaux-Arts accueille. Nous avons beaucoup de filières et nous sommes là au service de la nation. Cette année aura connu certes une particularité difficile à cause de la pandémie des coronavirus, mais les bons étudiants en sont sortis satisfaits. Moi personnellement, je suis tellement dans la joie parce que le ministre a fait en sorte que nous puissions terminer cette année qui a été très difficile. Et par la grâce de Dieu, on l'a terminé en beauté et en joie. Par cette cérémonie de clôture à l'Académie de Beaux-Arts, l'année 2019-2020 appartient désormais au passé et on peut souhaiter la bienvenue à un autre épisode. Formation supérieure des cadres et officiers des FARDC, mais aussi de l'élite congolaise. Le contrat de partenariat entre la RDC et la firme Témis vient d'être renouvelé. La signature irrelative a eu lieu aujourd'hui entre le ministre de la Défense nationale, Emengoy Mukena, et le directeur général de Témis, Gilles Roubi. Reportage Jojo Ndibou. Le contrat vient d'être signé entre le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le professeur Emengoy Mukena, et le représentant de l'Institut Témis, entendez The Management Institute for International Security, le général Gilles Roubi, en présence du chef d'état-major général, le général Célestin Balamoussinse. Ce contrat consiste à la poursuite de formation des cadres, des officiers, des auditeurs et des contrôleurs de forces armées de la République démocratique du Congo et s'étendra sur 5 ans et prendra l'année académique 2020-2021. C'est pour 5 années et c'est des périodes qui font 10 mois minimum par année. Donc si vous voulez, c'est en fait environ 5 formations différentes, spécialisées, selon le type de métier que pratique tel ou tel haut dirigeant au niveau du ministère. Chaque auditeur est soigneusement sélectionné à travers des épreuves écrites. Et il y a donc un premier filtre à travers des épreuves écrites. Puis ceux qui ont réussi les épreuves écrites passent un deuxième filtre qui est un audit oral devant un jury composé de 4 à 5 autorités. Et c'est à l'issue seulement de cet audit oral qu'ils sont finalement choisis et qu'ils composent des promotions.
Le Collège des hautes études des stratégies de défense, CHESD, Centre d'excellence stratégique régionale de la CEAC, s'engage à poursuivre sa mission fondamentale, donner les connaissances dans une approche holistique sur des questions nationales et internationales de défense, de sécurité et stratégie afin de développer l'esprit de défense, former et sensibiliser sur des questions de paix, de sécurité et de stabilité. Le gouverneur de Mai-Ndombe, Paul Mpoutou, réhabilité de ses fonctions, une nouvelle qui est accueillie avec joie par les forces vives de cette province qui ont témoigné leur attachement au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le souci des filles et fils de Mai-Ndombe, c'est de travailler en synergie pour le développement intégral de leur province. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. La RDC a un nouveau plan national de stratégie et de développement. Après sa validation, ce document doit être largement vulgarisé pour le bien-être de la population. Le vice-ministre du plan, Freddy Kitas, s'en félicite et évoque le bien fondé de cette décision salutaire du président de la République. Angèle Mabiala nous en parle. La vision et l'objectif de bâtir une croissance économique inclusive en République démocratique du Congo, diminuer la dépendance aux ressources minières, constitue ainsi les fondements des piliers du plan national stratégique du développement, plan validé par le gouvernement en décembre 2020 sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le plan national stratégique du développement, qui était un peu dans les tiroirs, on a lancé déjà le PNSD. Et donc ça part de 2019 à 2023. Il y a les résultats. Le projet du port à eau profonde de Banana et le projet port Routerail aussi, qui était hier comme projet, mais aujourd'hui quand même ça se matérialise. C'est-à-dire que nous travaillons déjà, malgré que en 5 ans on ne peut pas tout réaliser, mais je crois qu'avec la grâce de Dieu, nous y arriverons. Notre pays est potentiellement riche. Les Congolaises et les Congolais doivent mettre leur intelligence ensemble pour le développer. Nous comptons sur nous-mêmes parce que nous sommes un pays très très riche, mais sauf que nos richesses étaient hier très mal exploitées. D'ailleurs, le président Kabila a commencé avec la révision du code minier qui nous a permis quand même d'avoir plusieurs devises, parce que n'oubliez pas que c'est depuis plusieurs années que les sociétés minières ne rapatriaient pas les 40% de devises. D'ailleurs, c'est grâce à ça aussi que le gouvernement Tshibala a organisé des très bonnes élections sans effusion de sang, sur fonds propres. Le climat des affaires en République démocratique du Congo fait du surplace et pourtant on a besoin des capitaux frais. Que fait le ministère du Plan pour accélérer ces processus? Quand vous êtes à l'extérieur du pays, il y a une campagne aussi de désinformation contre notre pays, mais c'est ce que nous nous efforçons aujourd'hui de faire pour mettre en confiance nos partenaires. L'actualité brûlante du moment ne laisse pas indifférent un des cofondateurs du Front commun pour le Congo et autorité morale du mouvement du peuple pour le progrès social. Approvisionnement de Kinshasa et quelques provinces en produits de première nécessité à l'approche des festivités de fin d'année. Le stock des vivres est suffisant. Les assurances sont des opérateurs économiques congolais à la ministre de l'économie nationale. Par ailleurs, les hommes d'affaires sont exhortés à éviter la spéculation des prix pendant cette période. Annie Mbalaka. Les révélations ont été faites par les grands importateurs nationaux conviés ce jeudi 5 novembre 2020 par la patronne de l'économie nationale, Akassa Bandoubola Mbongo, pour se faire une idée sur la situation des stocks disponibles et flottants des produits de première nécessité dont les Congolais ont besoin pour boucler cette année 2020. Il n'y aura pas rupture des stocks sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année 2021. Telle a été l'économie de l'assurance donnée par ces hommes d'affaires. Je peux rassurer à la population qu'il y a assez de stocks pour couvrir le fête de fin d'année et le premier trimestre de l'année 2021. Les prix ne bougeront pas tant que la monnaie reste stable. La ministre de l'économie nationale a demandé aux opérateurs économiques de rester dans la vision du gouvernement en gardant en ligne les règles et les lois émises dans leur secteur. Nous allons vérifier le stock ici à Kinshasa, mais aussi dans différentes provinces. C'est un devoir patriotique. Nous devons passer ces moments de fin d'année, de festivités,
en paix, en toute quiétude. Et donc les opérateurs économiques ont été sensibilisés quant à ce, d'éviter la rétention des stocks, qui est une infraction, d'éviter également la spéculation ou la hausse de prix de manière intempestive. Ils vont accompagner la vision du président de la République qui est celle de mettre l'homme congolais au centre de son action. Tout ce que nous allons entreprendre va aller dans le sens de préserver la paix sociale, de préserver le pouvoir d'achat de la population. Pas de spéculation, pas d'inflation, pas de rétention des stocks, a martelé le numéro 1 de l'économie nationale qui a promis d'étendre son contrôle jusqu'aux provinces afin d'assurer la paix sociale à tous les Congolais. La nouvelle loi sur la microfinance a fait l'objet d'un séminaire dans la ville de Bukavu, province du Sud Kivu, séminaire qui a réuni les responsables des coopératives en vue d'améliorer la question des microfinances. Réfléchir en profondeur sur les améliorations et les innovations qui doivent être apportées à la nouvelle loi sur la microfinance de manière générale, c'est l'objectif d'un atelier de présentation de l'avant-projet de la loi révisée sur les coopératives d'épargne et de crédit, atelier lancé ce mardi 3 novembre à l'hôtel Monkauzi dans la commune d'Ibanda. Les participants, notamment les gérants des différentes coopératives d'épargne et de crédit, ainsi que ceux des institutions de microfinance, sont venus des différents coins du Sud Kivu. Pendant 4 jours, ils vont tabler sur les faiblesses observées dans le fonctionnement des coopératives d'épargne et de crédit, particulièrement les défaillances liées à leur mode de gouvernance. Les participants auront aussi à débattre sur la nécessité de protéger les épargnants et les emprunteurs contre d'éventuelles spécificités de notre pays. Le point sur la volonté d'améliorer l'offre de services financiers aux personnes vulnérables et exclues du système financier classique sera aussi développé. Dans ce monde de circonstances, le directeur de la Banque centrale du Congo BCC, M. Raymond Chiliata Tchawa, a parlé des faiblesses observées par les services attitrés lors des contrôles dans le secteur des microfinances. Parmi ces faiblesses, le directeur de la BCC a cité l'absence d'une vision stratégique des promoteurs, l'ignorance des membres de leurs droits et obligations, l'absence d'un dispositif de contrôle interne efficace et surtout la mauvaise gestion du portefeuille de crédit que le DP de la BCC a qualifié de la principale cause de la dégradation de la situation financière de la plupart des coopératives d'épargne et de crédit. En ouvrant officiellement ces assises au nom du gouverneur du Sud Kivu, la ministre provinciale des Finances et Économie, Madame Marie-Jeanne Zialiroy, a parlé de l'importance de ces assises. Madame la ministre des Finances a exhorté les participants à l'assiduité tout au long de l'atelier afin de produire un travail de qualité. L'atelier est rehaussé de la présence d'une forte délégation de la BCC venue de Kinshasa, conduite par le superviseur des institutions de microfinance à la BCC Kinshasa, M. Thierry Lusakwe-Nonsibou. Au Conseil économique et social, la séance de ce vendredi a connu un exposé riche sur l'agro-industriel comme l'agro-industrie comme option pour lutter contre la pauvreté en milieu rural. Lutte contre la pauvreté en milieu rural en République démocratique du Congo, Michel Olang propose l'agro-industriel comme piste de solution pour développer les milieux ruraux en République démocratique du Congo. Le vendredi 6 novembre 2020, les conseillers de la République ont suivi avec attention l'exposé de Michel Olang qui a partagé son expérience comme responsable de la société Miluna en province de Sud-Ubangi. Michel Olang a parlé de la situation des Miluna, les activités au sein de la plantation, les infrastructures sociales et quelques projets globaux de Miluna. Il a été complété par le professeur Lejoli qui, à son tour, a donné quelques objectifs sociaux de formation de Miluna. Nous sommes une plateforme aujourd'hui qui créons beaucoup d'emplois indirects, qui permet d'avoir une population qui se retrouve et puis des commerçants qui vendent à leur tour, qui payent des taxes. Nous attendons qu'un plaidoyer puisse se faire, voire pour nous aider à réussir ces défis. Qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse de l'éducation, de la formation et d'autres aspects à impact socio-économique, qu'on puisse avoir cette aide-là. Un plaidoyer qui puisse aussi nous appuyer au développement de la zone économique spéciale du Sud-Ubangi, un plaidoyer pour aussi nous alléger. Nous sommes submergés aussi des fois de taxes. Après leurs interventions, le président du Conseil économique et social Jean-Pierre Kiwakana a remercié les deux orateurs du jour pour leur plaidoyer auprès de cet organe consultatif et rassure de l'accompagnement du Conseil économique et social pour la réalisation des préconisations idoines pour le développement de la RDC en général et du secteur agro-industriel en particulier.
Quelques agents et cadres du cadastre minier vont à la retraite après des bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. Une cérémonie a été organisée en leur honneur, nous dit Lucie Lavichisenda. Pour avoir servi la République pendant de nombreuses années, aujourd'hui atteint des 65 ans, l'âge de la retraite, cette vague constituée des premiers employés au cadastre minier est arrivée à la porte des sorties. Des travailleurs exemplaires s'en vont avec honneur et dignité. Dans le respect des lois et statuts de la Convention collective du travail, ils ont été gratifiés des indemnités des sorties. Le directeur général Jean-Félix Moupandé a salué le sens des dévouements. En signe d'encouragement, ils ont reçu des réfugiés, une manière de les encourager pour le travail abattu pour l'avancement de cette entreprise publique. Ceci s'inscrit dans le cadre de la politique du chef de l'État qui met l'homme au centre et résumé en le peuple d'abord. Nous aurions voulu le voir avec nous, continuer à travailler, mais la dynamique humaine, la dynamique sociale, et c'est là qu'il faut toujours qu'un jour qu'on se sépare. Ayez un comportement digne, conforme bien entendu au règlement de l'entreprise et conforme à la moralité et à l'éthique. Voilà, ils sont tous partis excellents. C'est vraiment un exemple que j'apprécie beaucoup. Le représentant du personnel, Peter Lumbala, a lui aussi vanté les mérites de ses agents de carrière avant de dire toute sa reconnaissance à la direction générale pour les traitements réservés aux retraités. C'est avec beaucoup d'émotion que le représentant du collectif des agents et cadres retraités a lu le mot des circonstances qui met fin à leur contrat avec l'employeur. C'est la troisième vague des retraités en 18 années d'existence du cadastre minier. Une politique de prévoyance sociale bien réussie. Et la ferme de Daipen Lukelenge dans le Kasaï fonctionne en plein régime grâce au financement reçu du FPI. Aujourd'hui, Mbujima et ses environs sont approvisionnés en œufs et poulets de chair produits sur place. Guy Blaise Kitiki et Dichala nous en parlent. 30 ans après sa faillite, Daipen Lukelenge à Mbujimaï a repris ses activités en 2019 grâce au financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l'État. Il s'agit de réduire la dépendance en fournissant à la population de Mbujimaï et ses environs des poulets de chair et des œufs frais à des coûts à la portée de la population, majoritairement à faible revenu. Après 14 mois d'activité, Daipen Lukelenge a déjà écoulé sur les marchés de Mbujimaï plus de 26 lots de poulets de chair, au moins 26 000 pièces, au prix de 12 000 francs la pièce. Les consommateurs ne tarissent pas d'éloges à l'endroit du FPI. Ils ont la facilité de s'approvisionner à bas prix. Autant la population est satisfaite, autant elle regrette l'offre ne satisfait pas la demande qui s'accroît au fil des jours. En outre, un autre projet qui fait ses preuves en Mbujimaï, l'économa du peuple, l'un des projets financés par le FPI à l'établissement Mali Lanzenze, un projet qui vise à créer l'abondance des produits de première nécessité et réduire le prix sur le marché de biens de consommation. Un objectif atteint par les établissements Malila, mais qui s'est compliqué avec l'arrivée de la saison sèche qui a rendu difficile la navigabilité entre Lusambo et Ndomba. Nous avons un grand tonnage au niveau de Lusambo, mais malheureusement, nous éprouvons actuellement des difficultés pour évacuer à cause de la rivière Loubi. La régie des voies fluviales, chargée par le FPI pour désensabler la rivière Loubi, traîne à lancer les travaux, ce qui empêche le bateau à accoster au port de Ndomba pour s'arrêter à Lusambo. Changement des animateurs au sein de la Société nationale d'assurance pour la redynamisation de cette entreprise face à la concurrence. Parmi les nouveaux venus, le directeur de la région Ouest Congo central qui a pris ses nouvelles fonctions dernièrement. Monique Mavungu, commentaire. La région Ouest Congo central de la Société nationale d'assurance a un nouveau directeur. Madame Angélique Congo va désormais diriger cette direction de la SONAS. La cérémonie de la remise et reprise avec son prédécesseur s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives, les membres de la NEP, les cadres et agents de la SONAS et des représentants du directeur général de la SONAS, Julien Bonieme Ekofo. Les autorités de la SONAS également m'ont fait confiance et j'ai encore la confiance de la province. Ça, j'en suis vraiment fier et flatté. Je peux demander aux agents de la SONAS, du reste qui me connaissent déjà dans la plupart d'entre eux,
ils peuvent nous faire confiance, non pas moi, mais plutôt l'entreprise. Parce que je ne ferai que ce que l'entreprise me demandera de faire. Je ne concevrai pas de nouvelles mesures, mais j'appliquerai plutôt la politique de la SONAS. Et la SONAS, actuellement, a une politique d'une prise en charge rapide des sinistres, une prise en charge dans le paiement des salaires des agents, avec un nouvelle direction générale qui est mise en place depuis l'année passée. Donc je pense que tout va bien marcher. C'est pour faire face à la concurrence qui s'annonce âpre dans les secteurs des assurances en République démocratique du Congo, aussi améliorer la qualité de ses services, que la Société nationale d'assurance procède à la mise en place des nouveaux dirigeants dans les 6 directions des régions qui composent cette entreprise du portefeuille, avec l'offre de plusieurs produits aussi intéressants que variés dont vont bénéficier les souscripteurs. Madame, Monsieur, nous voici à la fin de cette édition vespérale au nom de Cédric Enina qui l'a coordonnée et d'ailleurs au nom de toute l'équipe. Je vous dis merci de votre attention, restez avec nous et passez un excellent week-end en compagnie de la RTNC, votre chaîne nationale.